La nuit où l'Empire romain a basculé, ce n'est pas un général ni un sénateur qui a tué l'empereur, mais son propre partenaire d'entraînement, un simple lutteur nommé Narcisse. Comment un athlète de palais a-t-il réussi à étrangler Commode et à déclencher l'une des pires crises de Rome? À la fin du IIe siècle, quand l'ombre descend sur le monde romain sans que nul encore ne la nomme, l'Empire tient toujours, vaste, compact, ceinturé de pierres, de camps et de fleuves. Les frontières se dressent comme des remparts de destin. Au nord, le Danube roule ses eaux grises contre les palissades du Limès. Là, récemment encore, les Marcomans et d'autres peuples ont éprouvé la patience des légions. Les feux des guerres marcomanes ne sont pas tout à fait éteints. Ils couvent sous la cendre de la paix. Car l'Empire, issu des conquêtes de Trajan, puis dompté, poli, discipliné par Hadrien, Antonin le Pieux et Marc Aurèle, paraît intact. Les provinces obéissent. Les routes vont d'un bout à l'autre du monde connu, portant blé, vin, or, ordre et rumeur. Dans les camps, les enseignes brillent encore. Les dieux semblent tenir parole. Au centre, Rome respire comme un cœur lourd. C'est la ville-monde, l'axe autour duquel tournent mers et montagnes. Le Sénat s'y réunit, drapé de pourpre et de ressentiment. Il parle au nom de la République morte. Il juge, il délibère. Mais le vrai tonnerre ne sort plus de la curie. Il sort du palais impérial, de la garde prétorienne postée à quelques pas seulement de ses hommes de parole. Là, dans cette proximité tendue, se joue l'équilibre fragile entre l'ancienne aristocratie et le nouveau dieu vivant qu'est l'empereur. Marc Aurèle, philosophe sous les armes, n'est plus qu'un souvenir de pluie et de boue sur la frontière danubienne. En mars 180, en Pannonie, près de Vindobona ou de Sirmium, les voix discordent, il meurt, entouré de légionnaires, le regard tourné vers un ciel sans réponse. À sa mort, son fils unique survivant, Lucius Aurelius Commodus, prend seul la pourpre. L'Empire, encore solide en apparence, s'apprête à changer de visage. Commode naît un jour d'été, le 31 août 161, à Lanuvium, dans le Latium. Il vient au monde non loin de Rome, mais déjà sous l'ombre de la capitale. Fils de Marc Aurèle et de Faustine la Jeune, il naît dans l'or et la pourpre. Ses premiers cris se confondent avec les acclamations retenues des courtisans. Le destin le saisit dès le berceau. Très tôt, son père le brandit comme un gage de continuité. En 166, l'enfant est proclamé César. À peine adolescent, il porte déjà un titre forgé pour les héritiers des rois du monde. En 177, Marc Aurèle franchit un pas que les dieux eux-mêmes regardent avec gravité. Il associe son fils au pouvoir suprême. Commode devient Auguste, co-empereur. Le jeune prince partage officiellement l'Empire avec celui qui a passé sa vie à méditer sur la vertu et la mort. Deux Augustes, deux générations, un même trône. Mais le jour où Marc Aurèle rend l'âme sur le front du Danube, il laisse son fils sans tuteur ni frein. En 180, Commode règne seul. Plus de regards sévères posés sur lui. Plus de mains paternelles pour détourner les caprices. L'Empire, qui a connu des princes adoptés pour leur mérite et non pour leur sang, se trouve livré, pour la première fois depuis longtemps, à la logique brutale de l'hérédité directe. Les voix qui nous parlent de lui sont celles de sénateurs et d'historiens grecs ou latins. Cassius Dion, contemporain de ses années de fer. Hérodien, plus tardif, mais attentif. Les auteurs de la Historia Augusta, dont les récits oscillent entre vérité et fable. Tous regardent Commode avec les yeux d'une aristocratie blessée. Ils le montrent assoiffé de jeu, fasciné par le sang versé pour divertir le peuple,
aimant le sable de l'arène plus que la poussière des archives. À mesure que les années passent, ses témoins insistent. L'empereur se détourne des affaires de gouvernement. Il laisse la plume et le sceau à des affranchis, à des favoris, à des maîtresses et aux officiers de la garde. Lui, il cherche d'autres trophées. Il se contemple sous les traits d'Hercule, la massue à la main, la peau de lion posée sur les épaules, sur les statues dressées dans les temples, sur les monnaies qui circulent jusqu'aux confins de l'Empire. Il ne veut plus seulement régner, il veut incarner un héros. Le Sénat voit cela. Il l'admet d'abord en silence, puis avec amertume. Entre Commode et les élites romaines, un fossé se creuse, lentement, puis d'un coup. Cassius Dion, qui siège sur les bancs de la curie, raconte, les mâchoires serrées. Les procès pour trahison se multiplient. On accuse, on condamne. Les crimina maiestatis tombent comme des pierres. Chaque sentence coupe un rameau de plus sur l'arbre sénatorial. Les biens des condamnés glissent vers le fisc impérial, vers les coffres des proches de Commode. Les villas changent de maître. Les domaines passent aux favoris. L'or sénatorial nourrit le pouvoir qu'il est. Les exécutions, les exils, les confiscations dessinent une géographie nouvelle de la peur. Dans les couloirs de marbre, on baisse la voix. On veille sur ses paroles comme sur un trésor fragile. Au-delà des morts et des ruines privées, Commode se livre à une autre forme de provocation. Il s'embaume lui-même de titres grandiloquents. Les inscriptions se gonflent de son nom. Ses triomphes proclamés emplissent les lignes de pierre. Il se glorifie comme un dieu, étire ses lauriers, brouille la frontière entre honneur et démesure. Mais surtout, il foule le sable des arènes. Non pas comme spectateur, mais comme acteur. Il descend dans le Colisée, devant les foules amassées, casquées, armées, figures de gladiateurs. Il combat des bêtes, il en abat, il terrasse des adversaires choisis pour tomber au moment prévu. Aux yeux du peuple, c'est un spectacle. Aux yeux des sénateurs, c'est un sacrilège. Un empereur ne se mélange pas aux hommes de l'arène. Il doit être au-dessus, non à côté. Chaque combat creuse plus profondément la fracture entre la cour impériale et l'ancienne noblesse. Au centre de ce système, un autre pouvoir veille, la garde prétorienne. Corps d'élite, soldés pour protéger l'empereur, postés au cœur de Rome, ils sont les épées qui entourent le trône. Leurs chefs, les préfets du prétoire, tiennent dans leurs mains la vie de ceux que tout le monde craint. Sous Commode, ces préfets deviennent des acteurs majeurs. Tigidus Perennis, d'abord, règne comme un ministre de fer jusqu'à sa chute vers 185-186. On l'accuse de complot. Son pouvoir, jugé trop grand, apparaît menaçant même à l'ombre de la pourpre. Il tombe, brutalement, comme tombent ceux qui se sont approchés trop près du soleil impérial. Après lui, un affranchi prend le relais, Marcus Aurelius Cléander. Il n'est pas né dans la noblesse. Il vient de la domesticité impériale. Mais l'empereur lui abandonne les clés. Un temps, Cléander concentre un pouvoir sans mesure. Les charges, les honneurs, tout semble se vendre sous sa main. Sa fortune grossit. Son nom se répand en Rome comme un murmure de rancœur. Puis vient la crise frumentaire. Le blé manque, la colère monte. En 190, la foule réclame des comptes. Une émeute éclate. Le vent tourne. Cléander, qui paraissait invincible, meurt à son tour, victime d'un tumulte où les ventres vides dictent la politique. Sa fin, aussi brutale que son ascension, marque le temps de l'instabilité au sommet. Autour de Commode, les visages changent. Favoris, ministres de fait, préfets, tous peuvent être abattus à tout instant. Les affranchis grandissent, les eunuques de palais murmurent.
les serviteurs intimes connaissent les secrets du maître. Cassius Dion et Hérodien décrivent un monde où la domesticité impériale empiète sur le champ réservé aux sénateurs. Le pouvoir glisse, insaisissable, dans les couloirs et les chambres, loin des bancs de la curie. Dans ce palais où la loyauté est un masque fragile, le poison et le couteau rôdent déjà bien avant la fin. Vers 182, la menace surgit du sang même des Antonins. Lucia, sœur de Commode, veuve de Lucius Verus, ne supporte plus de n'être que l'ombre d'un trône qu'elle juge mal occupé. Un projet se tisse. Frapper l'empereur au théâtre, là où la foule et les jeux pourraient masquer la main des conjurés. Cassius Dion raconte. L'attentat échoue. La main tremble, le geste se dévoile, où les dieux détournent le coup. Quoi qu'il en soit, Commode survit. La réponse est implacable. Les conjurés sont arrêtés, exécutés. Lucia est exilée, puis mise à mort. La famille impériale elle-même n'est plus un rempart. Elle devient un champ de suspicion. D'autres complots, d'autres purges suivent, parfois à peine esquissés par les sources, mais suffisants pour saturer l'air de défiance. Après cette première tentative, la sécurité autour de l'empereur se resserre. Les accès sont contrôlés. Autour de Commode, des cercles de protection s'empilent comme des remparts invisibles. Plus la peur grandit, plus il se barricade. Les dernières années transforment cette peur en dérive. Commode ne veut plus seulement régner sur Rome, il veut la recréer. Il se rêve fondateur. Les sources rapportent qu'il projette de rebaptiser la ville, non plus Roma, mais Colonia Commodiana. Une Rome nouvelle, marquée à son nom. Il renomme des mois, des institutions. L'Empire doit parler sa langue, inscrire son visage jusque dans le calendrier du temps. Pendant que les scribes ajustent ses mots, il retourne dans l'arène. L'amphithéâtre Flavien, le Colisée, devient sa scène. Il affronte des animaux sauvages, soigneusement préparés. Lions, panthères, bêtes féroces tombent sous ses flèches ou ses armes. Les combats sont réglés pour que l'issue ne fasse pas de doute. Les foules acclament. Les récits de Cassius Dion détaillent cette frénésie de sang orchestré. Mais sous ces acclamations, un autre jugement se forme. Dans les textes laissés par les auteurs antiques, l'image de Commode se durcit. Ils le disent cruel, prompt à l'exécution, friand de spectacles sanglants. Ils dénoncent l'arbitraire de ses nominations, la légèreté de ses destitutions. Ils le voient s'éloigner des frontières, des camps, des rapports militaires. Le princeps, traditionnellement chef des armées, devient un athlète de palais, lointain des légions qui gardent le Rhin et le Danube. Peu à peu, l'empereur s'isole. Ses interlocuteurs ne sont plus des gouverneurs ou des généraux, mais des gladiateurs, des athlètes, des serviteurs. Un cercle restreint de corps vigoureux et de regards soumis l'entoure. Dans cet espace réduit, soudé par les exercices, les banquets, les jeux, la vulnérabilité s'accroît. Car plus l'empereur se coupe des grands, plus la main du destin se prépare à surgir de ses propres appartements. Narcisse, ou Narcissus, apparaît dans les récits comme un athlète, un lutteur professionnel, un homme de la palestre. Il n'est ni sénateur, ni général, ni préfet. Il n'a pas rang de commandement. Son pouvoir n'est pas celui des mots, mais celui des muscles. Sa vie se déroule dans l'odeur de l'huile et du sable, dans le craquement des articulations, dans le bruit sourd des corps qui tombent. Cassius Dion et Hérodien le présentent comme lié à la cour de Commode. Il ne se contente pas de lutter pour la foule, il entraîne aussi l'empereur, il partage avec lui l'intimité des exercices physiques. Dans ces moments, il approche le corps même du maître du monde. Il le saisit, le renverse, le tient. Il connaît son souffle, sa fatigue, ses forces et ses faiblesses. Il est à la fois partenaire et serviteur, proche et inférieur, indispensable et remplaçable.
Cette proximité physique est une clé. Elle ouvre une porte que ni les sénateurs, ni les préfets, ni les généraux ne peuvent franchir. Dans la chambre ou la salle d'exercice, il n'y a pas de protocole pesant, pas de longues processions. Il y a la présence nue de l'empereur et de ceux qui s'entraînent avec lui. Là, dans cet espace restreint où le pouvoir oublie parfois qu'il est vulnérable, Narcisse se tient, silencieux, observant, sans savoir encore que son nom restera lié à la fin d'un règne. Car c'est précisément cette proximité, ce droit d'accès banal et quotidien qui un jour servira d'arme. Quand les dieux resserrent le nœud du destin autour de Commode, ils choisissent pour exécuteur non un grand champion de la politique, mais un lutteur de palais, rompu à l'art d'étrangler un adversaire. Les années avancent. La chute de Cléander en 190 fracture encore le cercle des puissants. Une crise frumentaire met Rome en proie à la fureur de la foule, et l'affranchi, qui croyait tenir le pouvoir, tombe sous la colère et la nécessité. Après ce tumulte, en 192, le palais se recompose. D'autres noms montent, presque en silence. Il y a Marcia, concubine de Commode, favorite influente, femme de l'ombre, mentionnée par Cassius Dion et Hérodien. Elle connaît les replis du cœur de l'empereur, elle sait ses habitudes, ses faiblesses. Il y a Létus, Quintus Aemilius Létus, préfet du prétoire, maître de la garde, homme dont le geste peut faire plier une cohorte. Il y a Éclectus, intendant du palais, chambellan, gardien des portes intérieures, de la domesticité, des clés et des calendriers. Autour de ces trois figures, le pouvoir se concentre. Ils tiennent chacun une part du destin du prince. Le lit, les lances, les portes. Ils agissent dans un climat où la tension politique et sociale grandit. Commode est de plus en plus en rupture avec le Sénat. Dans les couloirs, les grands craignent pour leur vie, mais les plus menacés ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Car parfois, la main de l'empereur se tourne contre ses plus proches. La fin décembre approche. Rome se prépare aux fêtes. Le 1er janvier 193 doit voir l'avènement d'une nouvelle année, d'un nouveau consulat. Commode décide qu'il sera lui-même consul. Mais pas dans le costume traditionnel, pas sous la toge sévère des magistrats. Cassius Dion raconte : l'empereur veut apparaître au matin du premier jour, non pas au Sénat, mais dans l'amphithéâtre. Vêtu en gladiateur. Il veut inaugurer son consulat par un combat dans l'arène. La nouvelle circule comme un souffle coupé. Pour le peuple, peut-être, ce serait un spectacle inouï. Pour le Sénat, c'est une humiliation. Le consulat, magistrature antique, symbole de la dignité romaine, se trouve mêlé aux cris de la foule, au sang, au paris. Entre les nobles et l'empereur, c'est plus qu'un désaccord, c'est un sacrilège. Les sources rapportent que Commode, dans sa fureur ou son délire, envisage en outre d'imposer aux sénateurs des violences ou des humiliations lors de ces cérémonies. Les détails changent selon les récits, mais l'essentiel demeure, une menace plane. Les élites craignent de devenir les figurants humiliés d'une mise en scène sanglante. Chacun se demande si ce 1er janvier s'ouvrira sur une nouvelle année ou sur un bain de sang. Un jour, après le bain, Commode laisse derrière lui ce que nul maître ne devrait oublier. Une liste. Sur une tablette, un document, un support que le temps a effacé, il a fait écrire, ou a écrit, les noms de ceux qu'il veut faire périr. La colère, peut-être, lui a guidé la main. Peut-être aussi pense-t-il à purifier son entourage, à couper autour de lui les branches qui lui semblent dangereuses. La suite, Cassius Dion la raconte avec la précision du témoin. Marcia, d'une manière ou d'une autre, met la main sur la tablette laissée par négligence. Elle lit. Elle y trouve son nom. Elle y lit aussi celui de Létus,
celui d'Éclectus. Les lettres ne tremblent pas. L'ordre est clair. Ils doivent mourir. Peut-être dès les cérémonies prochaines, peut-être même avant. Le temps n'est plus aux supplications. Il est à la survie. Elle prévient alors Létus et Éclectus. Ensemble, ils prennent la mesure du danger. Le filet se resserre autour d'eux. Chaque respiration peut être la dernière. Ils savent ce que vaut la colère de Commode. Ils ont vu les exils, les exécutions, les confiscations. Ils savent que la liste ne restera pas lettre morte. Alors, une décision se forme. Ils doivent frapper avant d'être frappés. Ils doivent tuer l'empereur avant que l'empereur ne les tue. Ce n'est plus seulement une question d'ambition, ni même seulement de politique. C'est une question de survie nue, sans parure, tranchante comme une lame. Ils écartent d'emblée l'idée d'un assassinat public. La garde prétorienne veille, armée, autour de Commode, surtout lors des cérémonies. Un coup de main dans l'amphithéâtre ou au Sénat serait suicidaire. Il faut frapper dans l'ombre, dans la sphère privée, là où se dénude le pouvoir. Marcia comprend aussitôt son rôle. En tant que concubine, elle peut offrir au prince des boissons, de la nourriture. Ses gestes ne suscitent pas de méfiance. Un mot doux, une coupe de vin, un plat, et la mort peut changer de coupe. Elle sait que ses mains, qui caresseront encore, pourront aussi donner le poison. Létus, lui, tient les clés de la force. Préfet du prétoire, il commande les soldats chargés de protéger l'empereur. S'il détourne un regard, s'il ordonne un léger déplacement, s'il garde le silence au bon moment, la garde ne bougera pas. Ou pas assez vite. Il peut transformer ses protecteurs en témoins impuissants. Éclectus, enfin, contrôle les accès. C'est lui qui sait qui entre dans les appartements impériaux, qui les traverse, qui en sort. Il peut ouvrir une issue, faire entrer un homme qui n'aurait dans ces lieux aucune raison d'être. Il connaît les couloirs, les portes dérobées, les habitudes des serviteurs. Alors, leurs pensées convergent vers un nom. Narcisse. Un lutteur. Un homme qu'on peut approcher de l'empereur sans que nul ne s'étonne. Un athlète que Commode connaît, avec lequel il a déjà croisé le fer dans le jeu de la lutte. Habitué à maîtriser des corps rétifs, à étouffer la résistance dans ses bras. Un homme pour qui l'étranglement est une technique, non un sacrilège. Il décide de l'associer au complot. Pour Narcisse, on n'offre pas une charge, un titre. On lui offre une tâche, tuer l'empereur. On ne sait rien de ses mots, de ses hésitations, si hésitation il y a. Les sources n'enregistrent que le fait brut. Il accepte. La chaîne est formée. Le poison, la garde, les portes, la main. Le temps, maintenant, joue contre eux comme contre leur cible. La fin de l'année approche. Les calendes de janvier se rapprochent comme un pas de guerre. Marcia se charge de l'empoisonner. Elle fait préparer la boisson, ou la prépare elle-même, en y glissant le poison décidé. Elle l'offre ensuite à l'empereur, comme tant de fois auparavant. Il prend la coupe, confiant. Pourquoi se méfierait-il ? Devant lui, il ne voit pas une main ennemie, mais le visage connu qui l'a accompagné dans ses heures de plaisir et de repos. Il boit. Le poison descend dans sa gorge, franchit la barrière qu'aucune garde n'aurait pu protéger. Ensuite, les récits se divisent dans les détails, mais le trait principal demeure. La mort ne vient pas aussitôt. Commode ne s'effondre pas brusquement, foudroyé sur le marbre de la salle de bain. Le poison l'affaiblit. Il se sent pris de malaise, peut-être étourdi, malade. On l'aide, on le conduit où il se traîne vers sa chambre pour se reposer. Pour les conjurés, c'est un constat glacé. Le poison ne garantit pas une mort rapide. Il peut affaiblir, mais non achever.
Il lèse une marge d'incertitude, un délai dangereux. Car si l'empereur se relève, s'il devine la main qui l'a frappé, la vengeance sera sans mesure. Il faut donc un second souffle, plus sûr, plus brutal. Il confie donc à Narcisse la mission ultime, achever l'empereur dans sa chambre. Il ne s'agit plus de subtilité, ni de poison distillé. Il s'agit de force brute, de corps contre corps. L'athlète reçoit l'ordre. Éclectus prépare le passage. Il s'assure que Narcisse pourra atteindre la chambre impériale sans être arrêté. Une porte s'ouvrira. Un serviteur détournera le regard. Un couloir sera vide au moment voulu. Létus, lui, veille sur la garde. Peut-être ordonne-t-il un repositionnement. Peut-être donne-t-il pour consigne de ne pas s'alarmer si certains bruits se font entendre. Peut-être simplement garde-t-il ses hommes dans l'ignorance. Quoi qu'il en soit, aucun mouvement majeur de la garde prétorienne ne viendra contrarier l'acte décisif. L'espace autour de la chambre impériale se transforme en piège silencieux. Nous sommes alors à la nuit du 31 décembre 192, aux portes du 1er janvier 193. Le palais sur le Palatin, résidence de l'empereur, dort à moitié. Certains veillent, d'autres festoient. Le monde retient son souffle sans le savoir. Dans une chambre, le maître de l'Empire est couché, affaibli par le poison et la fatigue. Autour de lui, les rideaux et les lambris, les parfums et les ombres. Il franchit les portes, guidé par l'ombre d'Éclectus. Les torches brûlent, vacillantes. Les gardes sont là, mais leurs yeux glissent. Peut-être reconnaissent-ils Narcisse. Peut-être pensent-ils qu'il vient pour une raison habituelle, pour un exercice, pour distraire un empereur insomniaque. Il n'a pas l'air d'un assassin. Il a l'allure d'un lutteur. Les sources sont avares de détails sur les gestes précis. Elles ne disent pas les mots, si mots il y a. Elles ne disent pas les regards échangés. Elles ne disent pas si Commode reconnaît dans la pénombre la silhouette de son lutteur. Elles ne disent pas s'il appelle, s'il supplie, s'il rugit ou s'il se tait. Elles ne disent que l'essentiel. Narcisse l'étrangle. Au matin ou dans les heures qui suivent, le palais n'est plus le même. Marcia, Létus, Éclectus regardent un monde où l'empereur n'existe plus. Ils ont voulu sauver leur vie. Ils ont changé le cours de l'histoire. Maintenant commence une autre lutte, celle pour le pouvoir, pour l'ordre, pour la version officielle des événements. Ils doivent annoncer la mort de Commode. Ils doivent éviter que la garde, surprise ou furieuse, ne se retourne contre eux. Ils doivent offrir au Sénat et à l'armée un successeur acceptable, un visage rassurant dans la nuit qui vient de s'ouvrir. S'ils échouent, ce ne sera pas seulement la fin d'un empereur, mais l'embrasement de l'Empire. Dans les couloirs déjà, les pas se hâtent, les messagers partent. On prépare les mots, on cherche la manière d'expliquer ce corps sans souffle. Mort naturelle? Accident? Peu importe la formule, tant qu'elle permet de gagner du temps. Mais derrière ces écrans, une évidence demeure. Un empereur a été tué par l'un des siens dans son propre palais.